I felt that something was going to happen that night. I was scared. I wanted to get out of the house. I just ran out of the room. I didn't want to go back in. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. Par une chaude soirée d'août 1989, José Menendez, un magnat des médias, et son épouse Kitty sont exécutés froidement dans leur luxueuse villa de Beverly Hills. Ce double meurtre sanglant choque les habitants fortunés de ce quartier huppé. Et le procès qui s'ensuivra, retransmis à la télévision, va captiver tout le pays. Les premiers mois de l'enquête avaient pourtant laissé craindre que le crime reste impuni. Et tout le monde avait sa théorie sur le ou les coupables. Vous allez enfin découvrir toute la vérité sur cette affaire digne d'un film policier. Beverly Hills est un symbole de richesse, de prestige. Les gens sont beaux, les voitures luxueuses. À Los Angeles, les meurtres, on connaît, mais c'est rare à Beverly Hills. La moyenne est de 2 meurtres par an à Beverly Hills. Ce soir d'août 1989 a rempli le quota de l'année. Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. Le téléphone a sonné, c'était l'officier de garde. On nous a demandé de venir parce qu'il y avait eu un double homicide. C'était au 722 North Elm. À l'arrivée de la police, Eric Menendez était recroquevillé sur lui-même et en sanglots sur la pelouse devant la maison. Nous avons découvert 2 personnes décédées à l'intérieur, un homme et une femme. On m'a conduit à l'intérieur de la maison pour me montrer la scène de crime. On pénètre dans cette demeure par une grande double porte vitrée. Les victimes étaient chez elles. Elles prenaient leur dessert devant la télévision. Elles étaient simplement en train de se détendre. Apparemment, les tireurs ont fait feu dès qu'ils ont fait irruption. Monsieur Menendez était assis dans le canapé. Son corps était déchiqueté par les nombreuses balles qu'il avait reçues aux jambes, à la tête et au torse. C'était un véritable carnage. Par terre, à ses pieds, entre la table basse et le canapé, gisait le cadavre de Madame Menendez, Kitty Menendez. En 38 ans de carrière dans les forces de l'ordre, des cadavres j'en ai vus, victimes de meurtres ou suicidés. Mais je n'oublierai jamais l'état de ces 2 corps. On ne pouvait même pas les reconnaître. Les scènes de crime qu'on voit dans les films sont souvent bien en dessous de la réalité. On est toujours choqué par la quantité de sang qui est bien supérieure à ce qu'on imagine. Par moments, on entendait des petits bruits. C'étaient des petits bouts de tissu humain qui tombaient de la bibliothèque ou du plafond. Mon coéquipier devait tenir un parapluie au-dessus de ma tête pendant que je prenais des photos pour empêcher que ça me tombe dessus. Quand ils ont soulevé le corps de José Menendez pour le transporter, son cerveau est sorti de son crâne. C'était une scène de crime insoutenable. Il devait être minuit moins le quart, peut-être minuit. Le téléphone m'a réveillé. Eric hurlait à l'autre bout du fil. « Mon père est mort! Mon père est mort !» La police avait installé un cordon de sécurité autour de leur maison. Des voitures de police bouclaient la rue. On ne pouvait plus circuler dans le quartier. Lyle était sur le trottoir en train de parler avec des agents ou des inspecteurs. En arrivant sur les lieux, la police a trouvé 2 jeunes hommes complètement retournés. Ils venaient de découvrir les corps de leurs parents assassinés.
Les frères Menendez, Lyle et Eric, avaient plutôt bonne réputation. C'étaient de bons étudiants et d'excellents joueurs de tennis. J'étais proche d'eux à cette époque. J'ai pensé qu'ils avaient besoin d'être soutenus, alors je les ai accompagnés au poste de police. Je me suis chargé de l'interrogatoire des deux fils du couple, Lyle et Eric. Le plus jeune, Eric, était en larmes. Tous les deux m'ont expliqué être allés à un festival culinaire ce soir-là, puis au cinéma à Santa Monica. Après ça, ils étaient rentrés chez eux, où ils avaient découvert leurs deux parents assassinés. J'ai essayé de les réconforter et de savoir s'ils avaient une idée de la personne qui avait pu faire ça. Dans les heures qui suivent un meurtre, la police passe la scène de crime au peigne fin à la recherche de traces d'ADN, d'empreintes. Elle recherche des témoins qui auraient pu voir ou entendre quelque chose, surtout quand les victimes ont été abattues. Si je me souviens bien, des voisins avaient effectivement entendu de gros bangs vers 22 heures, mais ils n'avaient pas voulu s'en mêler. Ça fait bang, bang, bang. C'étaient les détonations successives. Il y a eu au moins 16 coups de feu tirés dans un laps de temps très bref. Personne n'a prévenu la police. C'est étonnant quand on sait qu'à Beverly Hills, les gens n'hésitent pas à nous appeler pour un chien qui aboie ou une voiture mal garée. Je me souviens avoir appris le meurtre des Menendez par une chaîne de télévision locale. Ça paraissait inconcevable. L'identité des deux victimes est José Enrique Menendez, âgé de 45 ans, et son épouse Mary, également appelée Kitty Louise Menendez, âgée de 44 ans. Qui avait accès à leur domicile? Qui avait pu entrer et s'approcher pendant qu'ils regardaient la télé dans le salon sans qu'ils l'entendent? Il n'y avait pas de signe de lutte. Comment le ou les meurtriers avaient-ils fait? Dans ce quartier cossu habitué à sa tranquillité, les habitants sont sidérés. Un meurtre à Beverly Hills, j'y croyais pas. Pourquoi? Pas ici, dans le quartier où je travaille. Après ce qu'il s'est passé ici hier soir, certains voisins sont inquiets et ont peur. On ne sait pas s'il s'agit d'un incident isolé. On devait absolument résoudre l'enquête rapidement, à la fois pour les victimes et plus largement pour la population locale. Était-ce une histoire de gang, de mafia? C'était un crime horrible. La police n'a aucune piste. Qui les haïssait? Qui avait croisé leur chemin? Les faits ont eu lieu dans cette demeure située au cœur de Beverly Hills. À 23h47 hier soir, nos services ont reçu un appel passé depuis cette résidence, nous signalant qu'une tuerie avait eu lieu. Le soir des meurtres de José et Kitty Menendez, ce sont Eric et Lyle eux-mêmes qui ont averti la police. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Toute la matinée, enquêteurs et techniciens de la police ont recherché des indices sur la scène de crime, derrière cette grande porte en chêne vitrée. C'était terrible pour eux. Ils venaient de perdre leurs parents. Ils étaient en deuil. Ils avaient surtout de la peine et du chagrin. C'est très compliqué de décrire ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Vous êtes sous le choc, vous n'y croyez pas, vous n'arrivez pas à croire que vos parents sont vraiment morts. Après leur décès, 3 messes ont été célébrées en mémoire de José et Kitty Menendez. La 3e s'est tenue fin septembre, environ un mois après le drame, pour les proches américano-cubains à Miami. Eric et Lyle n'ont pas fait le déplacement. Ils ont dit à leur tante que c'était trop dur pour eux. Au début de cette affaire, dans les premiers jours, la police était perdue. Ces meurtres étaient incompréhensibles.
2 personnes assassinées dans une zone résidentielle huppée. On savait que l'enquête serait suivie de près par les médias et par les habitants. Et on n'avait aucune piste. Est-ce aussi mystérieux pour vous, comme ça l'est pour la police? Oui, on a tous beaucoup de mal à croire qu'une chose pareille ait pu se produire. Pour élucider cette affaire, on a tout vérifié. On a fouillé méticuleusement les lieux au cas où les meurtriers auraient laissé des indices. On a découvert un certain nombre de plombs de toutes les tailles, provenant des cartouches de fusil à pompe et abandonnés sur place. Il y en avait des petits comme ceux de la chevrotine. Et on a aussi trouvé des résidus de bourre des cartouches qu'ils avaient tirées. De mémoire, au total, on en a récupéré 13 par terre. Mais il était intéressant de noter que les douilles avaient toutes été ramassées. Ils étaient partis avec. Avec des douilles en plastique, on aurait pu relever des empreintes. Ça nous aurait aidés. C'était un bon calcul de la part des auteurs d'emporter avec eux des indices potentiels. En revanche, ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas ramassé les bourres. J'en sais rien. Quand un crime est commis à Beverly Hills, le premier mobile qui vient à l'esprit, c'est évidemment le vol, l'argent. Il n'y avait pas de signe d'effraction. Nous ignorons encore comment le ou les auteurs sont entrés dans la maison. Ce n'était pas un cambriolage. Aucun objet de valeur n'avait disparu. L'étape suivante pour la police consiste à chercher quel peut être le lien, s'il y en a un, entre les victimes et le ou les coupables. Sur les lieux, beaucoup de choses nous laissaient penser que le ou les tueurs connaissaient les Menendez d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas un crime opportuniste. La plupart des tirs avaient été portés de très près. Monsieur Menendez était assis et la télécommande de la télé était en équilibre sur le bras du canapé. Elle n'était pas tombée. De plus, aucun des objets sur la table basse en face des 2 victimes semblait n'avoir bougé. Le couple a quasiment été abattu à bout touchant, et de sang-froid. La police a fouillé dans la vie des Menendez à la recherche d'ennemis potentiels. Les médias ont envisagé un lien possible avec le milieu du divertissement à cause du secteur dans lequel le père travaillait. Si je me souviens bien, ce sont les 2 fils, Eric et Lyle, qui ont émis les premiers l'hypothèse que la mafia ait été à l'origine du crime. Quand José et Kitty ont été tués, la piste de la mafia a été la première envisagée, à cause du milieu professionnel dans lequel José évoluait. Il était indirectement lié à l'industrie du porno soft à travers une filiale de son entreprise. À l'époque, je travaillais pour le bureau de banlieue du Los Angeles Times et je m'occupais de tout ce qui concernait l'industrie pornographique. Un an avant, la mafia avait exécuté un pornographe à Los Angeles. C'est pour ça que j'ai décidé de creuser la piste d'un contrat du crime organisé. Selon le Los Angeles Times, le double meurtre pourrait être l'œuvre de la mafia. Je suis allé à Newark avec un collègue, Doug Plog. Nous y avons interrogé un membre du milieu. Il a dit que la mafia aurait fait le boulot plus proprement que ce qu'on lui a décrit et qu'elle n'aurait pas tué l'épouse. La police a indiqué n'avoir aucun élément qui permette de relier la mafia à cette tuerie. Elle s'est abstenue de tout commentaire, hormis qu'elle n'excluait pas cette hypothèse. José étant latino, les médias ont aussi spéculé sur l'implication possible de narcotrafiquants. On a bien sûr fouillé dans la vie du père pour chercher une connexion éventuelle avec le narcotrafic. Ça n'a mené nulle part. Parallèlement à l'enquête de police, 2 journalistes du LA Times menaient leur propre investigation sur ce fait divers horrible, très médiatisé. Et ils ont interviewé les frères Menendez. Comme dans toute affaire à sensation, on a recueilli le point de vue de la famille. Avec mon collègue Ron Seibel, on a rendu visite aux fils du couple dans leur villa. Ça ne faisait que quelques semaines. Alors évidemment, je m'attendais à trouver 2 jeunes hommes traumatisés. Et ce n'était pas du tout le cas de Lyle. Il débordait d'idées pour monter son entreprise.
Il était bien plus loquace sur ses projets professionnels que sur ce qui était arrivé à son père et à sa mère. Eric prenait exemple sur Lyle. Il voulait donner l'impression d'être un jeune homme mature, adulte et responsable. Le sentiment qu'on a eu en repartant, c'est que Eric et Lyle ne disaient pas tout. Ça cachait quelque chose. Mon rédacteur en chef au Miami Herald m'a demandé d'écrire une biographie de José Menendez, l'histoire fascinante de sa vie. Un américano-cubain parti de rien qui avait réussi et qui était mort dans d'atroces circonstances. Nous n'avons pas seulement perdu un collaborateur précieux, nous avons aussi perdu un ami. Il semblait que c'était un homme très apprécié au sein de son entreprise. Il suscitait le respect et l'admiration de tous. José s'est battu toute sa vie pour réussir aux États-Unis et il y est parvenu. José Menendez était un producteur très dur en affaires et talentueux de 45 ans. Il avait quitté Cuba à 16 ans, sans un sou. José était né à Cuba. Il était le benjamin d'une famille qui, sans être riche, avait une position sociale confortable et qui était respectée sur l'île. Elle se considérait comme faisant partie de l'élite cubaine. Quand Castro est arrivé au pouvoir, sa famille a tout perdu. Les uns après les autres, tous les membres de sa famille ont quitté Cuba pour les États-Unis. Nous proposons un large choix de produits pour satisfaire le consommateur. Il a commencé sa carrière comme simple cadre dans une société de location de voitures et a gravi les échelons très rapidement. C'était un homme brillant. À l'époque où José Menendez dirigeait une enseigne mondiale de location de voitures, il a reçu O.J. Simpson à dîner, chez lui à son domicile de Princeton dans le New Jersey. Lyle et Eric Menendez l'ont tous les deux croisé quand ils étaient enfants. Après ça, il a été nommé à la tête d'un label musical. La réussite de José Menendez masquait un côté plus sombre de sa personnalité qui a fini par émerger. Il y avait deux sons de cloche à son sujet quand on parlait aux gens. C'était tout l'un ou tout l'autre. Pour certains, c'était un homme charmant, mais d'autres nous décrivaient un patron très dur. Au travail, c'était un véritable tyran. Il hurlait, invectivait ses collaborateurs, les humiliait, il les traitait de tous les noms. Il terrifiait ses employés. Ça soulevait des questions sur la personne qu'il pouvait être dans sa vie privée. Kitty Menendez était une ancienne reine de beauté de 44 ans qui avait rencontré son futur mari au club de débat à l'université. Quand ils se sont rencontrés, José était un jeune homme beau et fringant. Un grand brun d'1,85 m aux cheveux de jais. Et elle est tombée follement amoureuse. D'après son fils Lyle, Kitty Menendez était malheureuse dans son couple. Et elle ne cherchait pas à le cacher. She would just explain all the things that she could have been, the things that she couldn't have, and it would just come out very, in a rage. Dad was having an affair for months and months and months. I would have to listen to my mother crying in the house. She realized that the 20 years of sacrifice was for nothing. Comment ne pas éprouver de compassion envers Kitty? Elle semblait prise au piège d'un mariage visiblement difficile. Kitty Menendez était considérée comme une bonne sous son propre toit. Elle laissait les membres de sa famille la traiter comme ça. Son mari ne lui montrait aucun respect et leur fils, c'était pareil. À ses collaborateurs, José vantait les mérites de ses fils, remplis d'admiration. Il en était très fier et en même temps, il se montrait très exigeant avec eux. Les premières manifestations d'endoctrinement du père vis-à-vis de ses garçons sont apparues quand il a commencé à les faire asseoir pendant des heures sur une chaise dans la cave. Avec Lyle en particulier, apparemment il aimait presser son front contre le sien, comme s'il voulait lui inoculer en quelque sorte un mental de gagnant. Dans la famille Menendez, on considérait qu'on faisait partie de l'élite. On valait mieux que tout le monde. On avait des talents d'athlète. On était plus intelligents que les autres.
La chose la plus dangereuse que le père ait fait avec ses fils a été de leur inculquer que quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'obtenir, sans se soucier du mal qu'on peut faire. Ça a été l'escalade. My dad, he was training to be an Olympic swimmer at one point, and so he had all kinds of different methods and how to expand your lungs and how long I should be able to hold my breath. And we practiced him holding me under the water, how long I could take it, and I would fight him to get air. Il a enseigné à ses enfants que la fin justifie les moyens. Un an et demi avant le meurtre de leurs parents, Eric et Lyle ont été mêlés à un cambriolage à Calabasas, où vivait la famille à l'époque. Les fils avaient un passé plus mouvementé que ce que la famille voulait faire croire. Les parents d'un de leurs amis étaient partis en week-end. C'est Lyle qui aurait eu l'idée de pénétrer chez eux et de leur voler des bijoux. C'était une façon d'évacuer leur frustration et leur ressentiment, un acte de rébellion en quelque sorte. Lyle était majeur. Pour lui éviter de gros ennuis, Eric Menendez a accepté de porter seul le chapeau pour le cambriolage de Calabasas. Mais il l'avait commis à deux. Et le père a négocié un accord avec le bureau du procureur pour qu'Eric soit jugé par un tribunal pour enfants. Ils ne pouvaient pas rester à Calabasas, puisque leur fils avait cambriolé les voisins. Alors ils ont déménagé à Beverly Hills. Pour eux, c'était le signe ultime de leur réussite sociale. Quand la famille Menendez a emménagé à Beverly Hills, une amie de Kitty lui a dit « Tu as réussi, tu as enfin le code postal dont tu rêvais, celui des stars. » C'était une famille qui avait l'air parfaite, mais qui en réalité était surtout parfaitement dysfonctionnelle. Qui a bien pu assassiner le magnat d'Hollywood et son épouse? Pendant des mois, l'opinion publique retient son souffle dès qu'une nouvelle piste est évoquée. Mafia, trafic de drogue, toutes se révèlent des impasses. Mais en coulisses, la police de Beverly Hills et deux journalistes de la presse écrite qui enquêtent sur le crime nourrissent des soupçons sur l'identité des coupables. Et quand la vérité finira par éclater et que les meurtriers seront arrêtés, ce sera une véritable onde de choc dans tout le pays. C'était un crime horrible, qui touchait une famille très en vue. Et on ne l'avait pas encore élucidé. En octobre 1989, je suis venu à Los Angeles travailler sur ma biographie de José Menendez, pour l'édition du dimanche du Miami Herald. Martha Cano, la tante des enfants, m'avait recommandé de leur parler pour bien comprendre la famille Menendez. J'ai dit à Eric que j'en étais désolé, mais que j'étais obligé de leur poser des questions sur la nuit du meurtre. I've never seen anything like it. Never will see anything like it. Probably the hardest thing I'll probably ever have to. They weren't real. Il m'a répété à plusieurs reprises à quel point la famille était unie, combien il aimait ses parents. Et le choc que ça avait été de les découvrir criblés de balles en rentrant chez eux. You know, I think that possibly if Law and I would have been home, if we would have been able to do something about it, I definitely would give my life for my dad's. Il m'a fait visiter la maison. Au rez-de-chaussée, immédiatement à côté de l'entrée, se trouvait la pièce où José et Kitty avaient été tués. J'ai eu un frisson en passant devant. Je me suis dit que moi, j'aurais été incapable de vivre dans une maison où mes parents auraient été sauvagement assassinés. On leur avait transmis plusieurs demandes d'interview. Ils ont fini par accepter de nous rencontrer à leur domicile. Ça a commencé comme n'importe quelle interview. Quand un journaliste a en face de lui une personne qui a vécu un tel drame, il cherche à savoir si elle n'en sait pas plus que ce qu'elle a dit.
J'ai fini par leur poser la question embarrassante que tous les journalistes redoutent de poser, mais qu'ils posent quand même. On ne sait jamais ce que la personne va répondre. Alors, comment allez-vous ? La réponse de Lyle a été « Oh, le temps a passé maintenant, on s'est remis du choc ». Le drame s'était produit seulement 2 mois avant. Je comparerais ça à quelqu'un qui perd son animal de compagnie, mais qui, une fois le choc passé, va se dire « Après tout, je n'aurais qu'à en prendre un autre ». Les 2 journalistes du LA Times n'ont pas été les seuls à être intrigués par leurs réactions et leur comportement inhabituel après un tel drame. Je ne sais pas, je les trouvais bizarres tous les deux. Par exemple, quand j'ai voulu prendre un jeu d'empreintes de Lyle Menendez, je lui ai demandé si on pouvait faire ça à l'intérieur. Dès qu'on est entré dans la maison, il a regardé par-dessus son épaule et m'a demandé « C'est là que ça s'est passé ?» Il a dû lire dans mes yeux ce que je pensais. « C'est toi qui as découvert les corps, pas moi. » Il savait qu'il venait de commettre une erreur. Lyle revenait toujours à la charge, demandait si l'enquête avançait, si on avait des pistes. Il en faisait trop en réalité. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Alors on a commencé à s'intéresser particulièrement à lui. En fait, la police rassemblait discrètement des éléments sans les divulguer au public. Des indices, il y en avait. Les ordinateurs de la maison, par exemple. Quand j'ai remis la biographie à mon journal, le LA Times a publié un article intéressant. Il révélait que Lyle Menendez avait engagé un expert en informatique pour retrouver un éventuel testament dans l'ordinateur familial. On a découvert qu'ils avaient fait venir un informaticien et qu'il avait supprimé un fichier de l'ordinateur dans lequel Kitty exprimait le souhait de changer son testament. Elle disait vouloir déshériter ses fils. Il n'aurait rien eu à sa mort. Les 2 fils avaient un comportement bizarre. Ils sont allés sur la côte Est, dans le New Jersey. Ils se sont mis à dépenser sans compter. On ne s'attendait pas à ça. 3 jours après le meurtre, ils faisaient déjà des achats extravagants. Montres de luxe, voitures de sport. Ils menaient la belle vie. Leurs dépenses ont été estimées à environ $1 million les 6 premiers mois. Ça fait beaucoup d'argent. Ils louaient un appartement à Marina del Rey. Grâce à l'indemnisation de l'assurance, ils vivaient vraiment très confortablement. Ils ont acheté un restaurant de poulet à Princeton, dans le New Jersey. Ils dépensaient allègrement leur argent. De vrais paniers percés. Ce n'est pas le comportement qu'on attend de la part de 2 personnes qui viennent de perdre leurs parents d'une façon horrible. Effectivement, leur comportement était suspect. Mais il faut des preuves pour accuser quelqu'un, et la police n'en avait pas. 3 mois ont passé, puis 4, puis 5, puis 6, et là... Une femme s'est présentée au poste de police. Elle détenait des informations que seul le ou les meurtriers pouvaient connaître. J'ai su qu'on les tenait. C'était fini pour eux. Pendant 7 mois, la police avait exploré toutes les pistes sans résultat. À chaque fois, c'était une impasse. Jusqu'à ce qu'en mars 1990, une nouvelle information vienne changer la donne. Au fil des mois, nous avons rassemblé de nombreux indices, mais nous manquions d'éléments pour les relier et monter un dossier d'accusation solide. Et désormais, nous avons reconstitué le puzzle. Début mars 90, Jude Allen Smith s'est présentée à la police de Beverly Hills. Elle savait des choses que seul le ou les meurtriers pouvaient savoir. Notamment le fait qu'ils s'étaient débarrassés de leurs armes sur Mulholland Drive. Ils ont emporté leurs armes et ont emprunté Mulholland Drive. Ils ont roulé un moment et s'en sont débarrassés dans une colline isolée. On a décidé d'envoyer une unité d'élite et tous les inspecteurs disponibles fouiller toutes les collines qui se trouvaient sur leur itinéraire. Malheureusement, on n'a pas retrouvé les fusils.
La police n'a jamais mis la main sur les armes. En revanche, elle a réussi à remonter leurs pistes jusqu'à l'endroit où elles avaient été achetées. On est allé à San Diego avec la ferme intention de visiter toutes les armureries de la ville, voire du comté si nécessaire. Ils ont procédé à l'ancienne, en faisant le tour de tous les magasins vendant des armes et en vérifiant les noms des acheteurs sur les registres. On en était à notre deuxième magasin, une chaîne d'articles de sport. Ils étaient persuadés que ce serait une nouvelle impasse. Le nom des fils Menendez ne figurait pas dans le registre des achats d'armes, mais par contre celui d'un de leurs amis. La transaction portait sur 2 fusils à pompe de calibre 12 et des munitions. Ça a été une grande avancée pour l'enquête. La question que se posait logiquement la police, c'était comment cette femme, Jude Allen Smith, en savait-elle autant sur cette affaire? Eh bien, peu de temps auparavant, Jude Allen Smith était encore la maîtresse du psychothérapeute des frères Menendez. Alors qu'on pensait avoir tout entendu, voilà qu'apparaissait dans cette affaire la maîtresse et conduite du psychothérapeute, avec des révélations potentiellement explosives. Après les meurtres, Eric s'est enfoncé dans la dépression. Je pense qu'il était hanté par le meurtre de ses parents, et il avait besoin d'en parler avec quelqu'un pour soulager sa conscience. Jérôme Ozil était le psy des 2 frères. Eric faisait confiance à son thérapeute, le docteur Ozil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui a avoué avoir tué ses parents avec son frère. À l'évidence, ça le perturbait d'avoir assassiné ses parents. Lyle, moins. Lyle a foncé au cabinet du docteur Ozil. Il lui a dit « Je suis au courant de ce que mon frère vous a dit, mais je vous avertis que ça doit rester notre secret. Si ça sort de cette pièce, vous êtes un homme mort. » Le docteur Ozil a pris peur. Il a réalisé qu'il pouvait se faire tuer et que personne ne connaîtrait jamais la vérité. Le psychothérapeute a donc échafaudé un plan. Un après-midi, environ 1 mois après la confession d'Eric Menendez à son psy, le docteur Ozil a proposé aux 2 frères d'enregistrer leur séance de thérapie, en prétextant que s'ils se faisaient arrêter un jour, ils pourraient présenter l'enregistrement comme preuve de leur remords. Et ils ont accepté. Thought that we would just kill Dad and eliminate the problem. And we decided that my mother could not live without my father. We were doing her and us a favor and putting her out of her misery, really. Le psy leur a dit « Je conserverai cet enregistrement dans un coffre-fort auquel personne n'a accès. Et personne n'en saura jamais rien, sauf s'il devait m'arriver quelque chose. » À cette même époque, le docteur Ozil s'est lassé de sa maîtresse et lui a fait savoir que c'était fini entre eux. Le lendemain matin, Jude Allen Smith informait la police que le docteur Ozil avait en sa possession les aveux enregistrés des frères Menendez. Il ne faut jamais sous-estimer la colère d'une femme blessée. Le téléphone a sonné à 6 heures du matin. Eric était paniqué. Pendant 7 mois, l'enquête était restée au point mort. Du moins, c'est ce que l'opinion publique pensait. Et là, 7 mois après les faits, il y avait une arrestation. La police de Beverly Hills a bouclé la rue. Je crois qu'ils avaient peur que Lyle prenne la fuite. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attendu plus longtemps. Il sortait de son allée quand ils ont arrêté sa voiture et procédé à son interpellation. Je me trouvais à West Palm Beach, en Floride, le jour de l'arrestation. En rentrant, j'ai trouvé 4 ou 5 messages affolés du bureau local du Miami Herald. Ils me prévenaient que Lyle Menendez avait été arrêté à Beverly Hills. Eric était apparemment en Israël pour participer à un tournoi de tennis au moment où son frère Lyle était interpellé par la police. Ce tournoi en Israël était un test pour voir si Eric pouvait envisager une carrière pro.
D'après nos informations, il se trouvait en Israël pour participer à un tournoi de tennis. Eric allait-il rentrer? Le téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était l'avocat que Lyle avait engagé à l'époque. Il lui a dit « Vous devez quitter Israël immédiatement ou vous serez extradé ». Je ne savais pas quoi penser. Eric était paniqué. Il n'a pas prononcé un mot. Le premier avocat auquel les frères Menendez ont fait appel pour les représenter est Robert Shapiro. Il est devenu très célèbre par la suite parce qu'il a fait partie de l'équipe de défense d'O.J. Simpson. Robert Shapiro a négocié les conditions de reddition d'Eric Menendez. On a quitté l'hôtel pour l'aéroport. Là-bas, on a trouvé un vol pour Londres. On l'a pris. Et le lendemain, j'ai pris l'avion pour Los Angeles et lui pour Miami, où il devait retrouver sa tante. Eric Menendez, 19 ans, est accusé avec son frère aîné Lyle d'avoir sauvagement assassiné ses parents. Il serait sur le point de se rendre à la police. Selon nos informations, il serait à l'heure actuelle en route pour les États-Unis. Mais à ce stade, nous ne connaissons ni sa destination ni ses intentions. Des membres de sa famille cubaine l'ont convaincu de rentrer. Ils lui ont promis de rester à ses côtés et de le soutenir. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont convaincu que se rendre était la meilleure chose à faire. Il est rentré à Los Angeles avec sa tante Martha, dont les deux frères étaient très proches, et s'est livré aux autorités. Accusé, veuillez vous lever. Les frères Lyle et Eric Menendez ont été présentés en fin d'après-midi au tribunal de Beverly Hills et informés des charges retenues contre eux. Tous les deux sont accusés du meurtre de leurs parents, José et Kitty Menendez. En apprenant que les propres fils du couple, leur chair et leur sang, qui avaient été élevés avec une cuillère en argent, étaient les meurtriers, ce n'est pas un choc que j'ai ressenti, c'est de l'écœurement. Ils sont inculpés d'avoir participé activement au meurtre de leurs parents. Les chefs d'accusation s'accompagnent de circonstances aggravantes qui pourraient vous valoir la peine de mort. Comprenez-vous les charges qui pèsent sur vous? Oui, votre honneur. L'arrestation d'Eric et Lyle pour les meurtres de leurs parents a été extrêmement difficile à vivre pour tous les membres de la famille Menendez. Ils n'y croyaient pas, c'était inconcevable. Vous les croyez innocents? C'est notre conviction. Je suis intimement persuadé de leur innocence. Je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment vous le dire. En tout cas, je n'envisage pas une seule seconde qu'ils aient pu commettre les actes dont ils sont accusés. C'est totalement impossible. Si on les connaissait, on ne pouvait absolument pas les croire capables de tuer leurs parents. Lyle Menendez, âgé de 22 ans, et son frère Eric, 19 ans, ont déjà été inculpés un peu plus tôt de 2 chefs d'accusation de meurtre chacun. Ils ont été arrêtés après une perquisition chez le psychothérapeute de la famille. Ces 2 fils de bonne famille avaient soulagé leur conscience en se pensant protégés par le secret professionnel entre un thérapeute et son patient. Il était évident qu'il y aurait une longue bataille juridique sur la recevabilité de leurs aveux. Pour les médias, c'était du pain béni. Au nom d'Eric Menendez, la défense souhaite opposer le droit de notre client à la confidentialité, s'agissant d'une conversation qui a eu lieu avec son thérapeute. Si sa vie est menacée, un médecin est autorisé à briser le secret professionnel. La défense espérait faire exclure l'enregistrement et empêcher le docteur Ozil de témoigner à la barre. Le juge a statué à l'audience qu'il n'en était pas question. Quelques mois après leur arrestation, les frères Menendez ont décidé de changer d'avocat. Ils ont congédié Robert Shapiro et ont engagé Leslie Abramson à sa place. Nous avons tenté de faire exclure le témoignage du docteur Ozil, comme le droit nous y autorise. On a perdu, ça arrive. Leslie Abramson était déterminée à mettre toute son énergie au service de ses clients. Si l'État voulait condamner ces 2 jeunes hommes, il allait devoir présenter des preuves de leur culpabilité. Le procureur sait qu'il va devoir se battre pour faire condamner les frères Menendez pour le meurtre de leurs parents dans leur villa cossue de Beverly Hills. L'un comme l'autre, il leur arrivait de m'appeler depuis la prison pour me dire « Attendez le procès, vous allez en apprendre de belles sur notre famille. » Il a dit que c'était notre secret. Que j'aurais des problèmes si j'en parlais à qui que ce soit. Au terme de 2 ans d'audience préliminaire déterminante pour le procès,
Un juge autorise la présentation des aveux enregistrés comme preuve. Avec un tel atout dans sa manche, l'accusation semble bien partie pour l'emporter. Mais juste avant l'ouverture du procès en juillet 1993, 4 ans après les faits, la défense opère un changement de stratégie qui va faire prendre une toute autre tournure au procès. Procès qui va tenir le pays en haleine. Ne manquez pas la deuxième partie de Révélation, les frères Menendez, meurtre à Beverly Hills.